distinguished participants, if I may take your Chers attention, participants, we're starting now. est-ce que je peux attirer votre attention? On va commencer maintenant. I just want to Je voudrais inform everyone that if vous informer tous que si vous avez plus de questions, de demandes de clarification, besoin de soutien, vous pouvez aussi contacter la mission du Vanuatu qui va vous mettre sur la bonne direction. Donc, vous voyez les panélistes que nous avions en session 1. Aujourd'hui, c'était de l'information pour tout le monde, une information pour tous. Maintenant, nous allons commencer. Nous allons commencer la deuxième session d'aujourd'hui, la dernière session d'aujourd'hui, qui se concentre sur les droits des générations futures et sur le sommet de l'avenir des Nations Unies. Donc, la session numéro 2 inclut donc toutes des informations sur le processus préparatoire en vue du sommet de l'avenir et d'une discussion sur les principes et les mécanismes de protection des droits des générations futures qui sont proposés pour un examen lors du sommet de l'ONU, y compris dans le projet de pacte pour l'avenir et le mandat d'un envoyé spécial de l'ONU pour les générations futures. Cette session comprendra également une discussion sur la relation entre le droit mis en avant dans l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le changement climatique et les obligations des États et le programme d'action en cours d'élaboration dans le cadre du sommet de l'avenir des Nations Unies. Donc, sans plus attendre, j'aimerais inviter notre premier panéliste, professeur Narinder Kaka, qui est observateur permanent de l'Université pour la paix auprès des Nations Unies. Merci, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Mes salutations. Je remercie la mission du Vanuatu et la mission du Costa Rica de m'avoir invité à cet événement très important, ainsi que la chaire Normandie pour la paix. Je voudrais revenir sur le dernier panel. C'est un travail très difficile qui est le mien sur la protection des droits des générations futures. Comme nous le savons, l'ONU est en train de développer, de publier des politiques afin de renforcer la mise en œuvre de notre agenda commun, notre programme commun. Ces lignes directrices de politique vont aussi amener des directives en vue du sommet des ODD, le sommet de l'avenir et le sommet de l'année prochaine. Donc, le premier briefing que le secrétaire général a émis pour les générations actuelles et futures propose différentes suggestions pour poursuivre une solidarité intergénérationnelle qui est considérée comme une épine dorsale du développement durable. Et je voudrais aussi le renforcer, le dire aussi, le renforcement du système multilatéral. Donc, ce briefing demande à la communauté mondiale d'agir pour les générations futures, de penser aux générations futures. Donc, le terme de génération future, ce sont les générations qui vont venir après nous et il se concentre sur une capacité possible de pouvoir jouir de tous ces droits humains et de pouvoir pourvoir aux besoins des générations futures.
de ne pas... donc, il y a des prévisions démographiques, c'est important de le souligner. Donc, il invite ces projections démographiques et ces personnes, ces générations seront beaucoup plus nombreuses que nos générations actuelles. Plus de 10 milliards de personnes pourraient naître avant la fin du siècle, c'est selon les projections actuelles, et dans les pays, et une grande partie de ces personnes naîtront dans les pays à faible niveau de revenu ou à un niveau de revenu moyen. Donc, cela vise à renforcer notre engagement à prendre en compte les générations futures et ce qui ne doit pas être fait au détriment des générations actuelles. Au contraire, il est temps de redoubler nos efforts pour atteindre la paix, la durabilité des droits humains, l'inclusion et l'égalité dans le moment présent, d'avoir une distribution beaucoup plus égalitaire des ressources aujourd'hui, et cela signifie que nous aurons des opportunités meilleures pour les générations futures. Et aujourd'hui, les problèmes sont très complexes. Il y a des problèmes politiques, économiques, sociaux, des problèmes de transformation naturelle auxquels nous devrions trouver des solutions faciles. Les solutions peuvent seulement être trouvées si nous avons une perspective à long terme. Une attitude habituelle ne suffit pas, de business as usual ne suffit pas. Il faut prendre en compte l'avenir et c'est vraiment une nécessité urgente et c'est également une obligation éthique pour les personnes qui vivent actuellement et pour les générations à venir, pour les personnes qui vivront demain. Donc, malgré des engagements répétés, il n'y a pas de mécanisme contraignant, il n'y a pas de mécanisme ou de système dédié. Donc, le sommet de l'avenir en 2024 sera une opportunité essentielle pour renforcer, pour réaffirmer des principes partagés, pour aussi évoquer les solutions pour les populations et la planète. Qu'est-ce que cela signifie, les droits des générations futures? Qu'est-ce que ces droits exigent? Ça veut dire que nous voulons que l'humanité puisse se perpétuer tout en respectant la dignité de l'être humain, c'est-à-dire qu'aucune forme de vie humaine ne doit être mise en danger. Le briefing dont je parle essaye d'expliquer pourquoi c'est important d'adopter cette approche liée aux générations futures, ainsi que d'atteindre les objectifs de développement durable et de montrer comment l'ONU peut vraiment mettre en œuvre cela. On a parlé des inquiétudes en ce qui concerne les droits des générations futures. On en a parlé plusieurs fois au cours des dernières décennies. Les générations futures sont au cœur du concept de développement durable. Donc, ce concept de développement durable, défini dans la commission Brundtland, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans mettre en cause, sans mettre en danger les besoins des générations futures. Donc, cela veut dire qu'un développement qui ne compromet pas la capacité des générations futures à aussi pourvoir à leurs propres besoins. Donc, ce briefing politique de l'ONU
donc reprend aussi différentes conférences depuis 1972, conférences organisées par l'ONU comme la conférence de Stockholm, et parle du besoin de défendre et d'améliorer l'environnement humain pour les générations présentes et les générations futures. Et il y a eu aussi le sommet de la Terre en 1982 jusqu'à la déclaration de l'UNESCO de 1997 sur les obligations des générations présentes vis-à-vis des générations futures. Ensuite, l'accord de Paris en 2015 et ensuite la résolution des droits humains pour un environnement et le droit à un environnement sain et durable. Je vais maintenant parler de quelque chose qui va peut-être surprendre les participants. Il y a eu au moins 394 résolutions adoptées par l'Assemblée générale qui ont fait mention du concept de génération future. Depuis les années 60, 394 résolutions ont mentionné le concept de génération future et particulièrement la déclaration de l'UNESCO de 1997 sur les responsabilités des générations actuelles envers les générations futures. Donc, les générations actuelles ont vraiment le devoir de s'assurer que les besoins des générations futures seront pourvus. Donc, dans cette déclaration de l'UNESCO sur les responsabilités des générations actuelles envers les générations futures, je ne pourrais pas décrire tous ces articles, mais comme vous pouvez le voir, malgré toutes ces conférences, tous ces mandats sur le sujet, une action pour assurer les droits des générations futures a vraiment manqué. On a manqué, il a manqué une action décisive. Et donc, le briefing de l'ONU implique des étapes très concrètes pour sauvegarder les intérêts des générations futures, pour préserver la possibilité de jouir de tous les droits humains. Donc, vous avez peut-être vu ce briefing politique et on voit aussi le mandat d'un envoyé des Nations Unies qui pourrait protéger les droits des générations futures. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pour l'instant pas de composante au sein des Nations Unies pour identifier les politiques et pour vraiment s'assurer de cela de façon égalitaire. Donc, le deuxième point, au-delà de ce briefing politique du secrétaire général, c'est meilleure utilisation du contrôle, de la surveillance et des données. On a parlé de l'interface entre la politique et la science, ce qui est très important. Troisième point, définir et prendre des mesures concrètes pour vraiment mettre en œuvre nos obligations vis-à-vis des générations futures. Bien sûr, des actions concrètes ont déjà été définies à plusieurs occasions, mais elles n'ont pas été mises en œuvre. Le secrétaire général a aussi mentionné le fait de mettre en œuvre un forum pour partager les meilleures pratiques. Cela pourrait être au sein du forum de haut niveau sur le développement durable. Et le secrétaire général aussi voudrait aussi nommer un représentant spécial, un envoyé spécial des générations futures. Quelles seront ses principales fonctions? Donc, aussi de diffuser la prise de conscience sur les droits des générations futures, organiser la société civile, donc évaluer comment les actions ont un impact sur différents segments de la société. Donc, le briefing politique des Nations Unies souligne le fait que ces droits
ne sont pas contradictoires, qu'il faut vraiment faire attention aux générations futures. Ce briefing politique montre aussi que si nous mettons en avance ces droits, nous allons pouvoir aussi nourrir d'autres aspects comme le développement durable, l'équité et ainsi de suite. Et le point que j'ai souvent répété dans ma présentation, c'est quelque chose de tout à fait célèbre, et cela se réfère au premier point, au premier sujet qui a été débattu lors du premier panel. Et le proverbe dit que nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, nous l'avons empruntée à nos petits-enfants. Donc, si vous gardez en tête que cela est vraiment très aligné sur la définition de la commission Brundtland, c'est-à-dire le fait de ne pas compromettre les capacités des générations futures à pourvoir à leurs besoins. Donc, les États membres se sont mis d'accord que ces défis sont interconnectés de façon transfrontalière. Ces défis ne peuvent être abordés que par une réponse multilatérale et par les Nations Unies. Le multilatéralisme a souffert de pression intense. Nous l'avons vu, il y a eu aussi la mise en œuvre de décisions. Et donc, les États membres ont compris que les défis sont interconnectés à travers les frontières, à travers différents médias. Ces défis doivent être mentionnés, abordés de façon interconnectée, de façon multilatérale. Et la question la plus importante, je pense, pour confronter cela, c'est comment pouvons-nous nous assurer que les décisions prises lors du sommet de l'avenir seront aussi mises en œuvre à ces trois niveaux-là. Donc, une bonne résolution lors de ce sommet, mais comment pouvons-nous nous assurer que ces résolutions seront adoptées au niveau du terrain? Nous ne pourrions pas forcément atteindre les objectifs du sommet si cela n'est pas soutenu par tous les pays. Le sommet n'est pas forcément le but en lui-même, mais nous, au niveau du terrain, dans les pays, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre en œuvre et pour vraiment appliquer ce mandat? Je pense que ça, c'est la promesse. Donc, la question la plus importante, c'est comment pouvons-nous nous assurer que les mesures adoptées lors du sommet sont mises en œuvre. Si nous ne pouvons pas assurer cette mise en œuvre dans tous les pays, eh bien, nous pourrions ne pas atteindre les objectifs et le mandat déterminés lors de ce sommet. Nous vivons dans un village mondial. Et nous devons reconnaître que nous sommes tous des villageois dans ce village mondial. Donc, ces 17 objectifs de développement durable ont clarifié cela. Maintenant, nous avons vu un manque de progrès, pour un ODD, un objectif peut affecter aussi le progrès dans d'autres ODD. Donc, c'est pour cela qu'en tant que co-éditeur avec le professeur Nicholas Robinson, nous avons écrit un livre sur l'atteinte des objectifs de développement durable et c'était une de nos conclusions, le fait que si un ODD n'est pas suffisamment, il n'y a pas assez de progrès pour un objectif de développement durable, cela affectera aussi un autre ou d'autres ODD, d'autres objectifs de développement durable. Donc, c'est là que je pense que la difficulté majeure réside. Est-ce que nous pouvons nous assurer que les États membres vont vraiment mettre en œuvre les recommandations issues du sommet? Un des aspects qui doit être mis en lumière ici, c'est que cela ne dépend pas des gouvernements du pays. Les gouvernements devront impliquer la société civile, les groupes de femmes, les groupes de jeunes,
les groupes de communautés pauvres et désavantagés, les groupes de communautés autochtones et tous les segments de la société. Donc, les États membres devront s'assurer que les décisions prises lors du sommet seront appliquées à tous les niveaux. Je n'ai pas énormément d'exemples de pays qui ont initié des actions pour vraiment s'assurer des droits des générations futures. Mais il y a le cas d'un pays qui me vient en tête, le cas du pays de Galles au Royaume-Uni me vient en tête. En 1995, le Parlement du pays de Galles a décidé d'adopter une loi sur les droits des générations futures. Et donc, dans cette loi sur les générations futures, il y avait une obligation juridique d'améliorer les conditions de bien-être pour la population du Pays de Galles. Et dans l'intérêt des générations futures avait été reconnu dans cette loi. Donc, c'était inspiré aussi des Nations Unies. Je n'ai pas plus de détails sur cette loi du Pays de Galles. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps aussi pour vous la détailler. Donc maintenant, nous avons parlé des droits des générations futures et ce que nous devons faire pour nous assurer que la commission Brundtland, ce qu'elle a mis en avant, c'est-à-dire le développement durable, c'est-à-dire un concept, le fait de pouvoir assurer les besoins des générations actuelles sans compromettre les besoins des générations futures. Donc, la question que nous devons nous poser maintenant, est-ce que nous nous sommes conduits d'une telle façon que nous n'avons pas compromis la faculté des générations futures à aussi pourvoir à leurs besoins? La réponse claire est non. Nous n'avons pas mis en œuvre notre développement de manière à éviter le fait de ne pas permettre aux générations futures de pouvoir à leurs besoins. Donc, malheureusement, c'est un échec ici. Nous n'avons pas pu vraiment faire en sorte que les besoins des générations futures puissent être pourvus. Je pense que maintenant, nous devrions cesser de parler et commencer à prendre des actions appropriées et commencer à agir d'une certaine façon pour que les besoins des générations futures soient pourvus. Donc, je vais maintenant prendre 1 minute pour décrire brièvement ce que l'organisation que je représente, donc l'Université de la Paix, a fait ou est en train de faire dans le contexte des droits des générations futures. Le concept a été intégré dans 3 cours, dans 3 formations à UPeace, donc sur les droits des générations, les droits des peuples autochtones et le droit du développement durable. Le concept de génération future a aussi été intégré dans une formation sur le droit environnemental international et le professeur Émile Gaillard de la chaire Normandie pour la paix est aussi venu à l'Université de la paix il y a quelques mois pour délivrer une formation sur les droits des générations futures. Je vais m'arrêter ici et je vais répéter que nous devrions vraiment ne pas compromettre la capacité des générations futures de nos enfants à vraiment pouvoir assurer tous leurs besoins. Et donc, merci beaucoup. Je voudrais remercier on the efforts that have been undertaken by the UN to renew international cooperation to address challenges of our time, ensuring that we have a future that is sustainable. So I will now
invite Mr. Trevor Havens, Senior Advisor, Coalition for the UN We Need, to do his presentation. Thank you. Thank you very much. I'm very pleased to be joining you on behalf of the Coalition for the UN We Need. I am C4UN Senior Advisor based here in New York. C4UN is a global civil society platform bringing together CSOs, other stakeholders, the United Nations and member states to advance follow-up to the UN 75 Declaration and our common agenda in preparation for the Summit of the Future in 2024. Now, Mr. Kakar has given us a powerful overview of the Secretary General's policy brief on future generations. I will give an update on C4UN engagement with Je vais vous donner des informations par rapport au futur et en particulier les principes, les mécanismes pour le droit des futures générations qui ont été négociés au niveau des États membres et ce au niveau du sommet, y compris par rapport au paquet de propositions sur la déclaration des générations futures et bien évidemment l'envoyé spécial des Nations Unies. Et tout d'abord, il s'agit de voir quelles sont les activités. Nous avons eu 3 journées au mois de mars. On a mis ensemble plus de 2000 représentants de CSO et aussi beaucoup de participants à New York. Et ce est de voir au niveau du forum du futur, de promouvoir les missions et les actions et avoir aussi toute une série d'actions à la clé pour le futur. Donc, en gros, il s'agit de voir quelles sont ces activités. Et donc, nous avons différents forums au niveau des processus de consultation qui vont générer toute une série de recommandations par rapport aux discussions que nous avons aujourd'hui, la gouvernance, la sécurité, la paix, évidemment l'innovation aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un plaidoyer au niveau de la société civile et tout ce qui concerne la communication dans l'organisation d'une conférence au niveau de la société civile à Nairobi pour avoir toute une série d'acteurs au niveau de l'année prochaine. Et entre-temps, eh bien, nous avons tout ce qui concerne, comme je le disais, des acteurs de la société civile, etc., les protagonistes, de façon à définir tout cela pour avoir plus d'informations globales pour cette consultation, y compris tout ce qui concerne les réunions en ligne pour une adoption globale de ces propositions. Donc, il s'agit de voir ce qui sera fait pour tout ce qui est eh bien, le futur du document pour septembre 2024. Donc, en gros, on a pu inaugurer un nouveau bulletin qui va donner toute une série d'informations, de mises à jour pour la société civile, pour les organisations et pour les négociations en cours vers le sommet de 2024. Et en fait, ce sont des consultations qui permettent de comprendre l'état des lieux, mais également ce qui est important dans la société civile, les réformes, etc. Et en fait, il s'agit de voir les actions à mettre en œuvre, puisque ceci est fondamental. Entre-temps, dans la préparation du sommet, eh bien, on a toute une série d'actions également avec la société civile, les protagonistes, afin d'organiser des assemblées, des communautés et 30 pays du monde qui arrivent et qui se rejoignent à New York du 15 au 18 septembre de cette année pour toute une série d'ateliers pour influencer les résultats. Le sommet. Donc, maintenant, au niveau du processus de préparation, les consultations ont commencé au mois de juin avec une note de concept, avec différents éléments pour le futur au niveau des négociations. Les co-facilitateurs ont proposé, justement pour ce pacte du futur, d'avoir eh bien 4
chapitres, tout ce qui concerne le développement durable, la paix et la sécurité, le financement, la coopération numérique et la transformation de la gouvernance pour le futur. Et ce inclut, bien sûr, le travail dans le cadre des Nations Unies, protection de la jeunesse, protection de la planète, travail avec la jeunesse, et aussi, bien évidemment, les plateformes qui permettent de mettre en œuvre tous ces concepts. Alors, mis à part ces conversations, on a différents points clés qui incluent les réformes sur le Conseil de sécurité, les commissions, mais également le nouvel agenda pour la paix et tout ce qui est fondamental au niveau de la protection de la planète, pour le renforcement de la protection de l'environnement contre les menaces. Ce sont donc toute une série d'actions dont la société a besoin au niveau de l'inclusion globale et aussi pour le futur. Les négociations par rapport justement à ces échanges dans le cadre de la société civile amèneront à des décisions pour définir des éléments, l'impact global et la flexibilité de façon à pouvoir informer tout cela durant nos débats, les discussions pour notre forum. Et on s'attend à ce que le prochain président pourra avoir 4 conseillers dans ces 4 domaines différents. Maintenant, comme on l'a dit, tout ce qui concerne le document global, ce document de politique met en exergue évidemment la déclaration pour les générations futures, y compris le forum intergouvernemental et aussi les processus liés à l'Assemblée générale par rapport à la mise en œuvre du document en question. Donc l'importance de ce forum, c'est de pouvoir avoir plus de durabilité dans la déclaration, de façon à ce qu'on puisse évoluer et faire changer le contexte global. En fait, ces co-facilitateurs des Pays-Bas auront un dialogue important pour comprendre au niveau du mémorandum quel est exactement les liens au niveau des ODD et la déclaration pour le futur. Durant ces conversations, les États membres ont démontré un intérêt important par rapport justement à l'envoyer et il s'agit de voir comment cette déclaration peut incorporer des éléments de cadre et de processus déjà existants dans les États-Unis et à faire cet équilibre entre les jeunes et les autres générations comme principe clé, je dirais, au cœur de la déclaration. Maintenant, on a pu voir aussi que la jeunesse, les générations futures ont toute une série de rôles différents et chacun doit être impliqué pour avoir plus de leadership globalement et de partage de leadership. Et on a pu voir aussi que la protection, la sauvegarde de ces générations est liée à la protection du futur et pouvoir justement continuer et perpétrer ce qui a été fait. Donc, la justice climatique, le climat n'est pas la seule préoccupation. Il y a évidemment toute une série d'autres aspects. Et donc, il s'agit de voir la littérature des peuples autochtones, les idées sur la justice et aussi des implications globales dans une approche plus vaste pour les déclarations futures. Donc, je pense que c'est très bien de voir ce qu'on a pu incorporer dans le texte et la déclaration globale. Donc, les co-facilitateurs de la déclaration pour les futures générations ont pu justement produire un document global à partir du mois de septembre grâce aux négociations et aussi, naturellement, pour commencer avec les différents envoyés, etc. Donc, voyons un petit peu ce qui a été adopté avant le sommet, de façon à ce que les principes puissent être à la clé des négociations et faire dépendre les décisions. Enfin, pour conclure, je dirais qu'au cours des négociations sur
tout ce qui a amené au sommet du futur. On demande aux ONG d'être également invitées, les différents États membres en tant qu'observateurs, et les États membres devraient accueillir aussi les membres de la société civile et les délégations nationales. Par rapport à cette mise en œuvre, justement, et par rapport aux décisions à prendre durant l'Assemblée, on propose justement, comme le secrétaire général a demandé aux États membres, d'en voir leur engagement à ce sommet au niveau de l'action pour le climat et aussi de développer un ensemble d'engagements pour le futur qui doit aussi être entrepris. Donc, il s'agit d'avoir un contrôle, un mécanisme de traçage global, de contrôle pour comprendre quelles sont les corrections éventuelles et tout ce qui peut être mis en œuvre dans ce cadre. Donc, j'aimerais remercier Hélène Emily et la chaire Normandie pour la paix, pour les représentants naturellement aussi du Costa Rica et du Vanuatu d'avoir proposé cette réunion et de pouvoir faire avancer le débat grâce à cela pour les futures générations et pour les débats. Et nous espérons que les résultats de cette assemblée pourront aller dans le sens de la paix, la protection de la planète et pour la protection des générations futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Maintenant, je vais inviter professeur Émilie Gaillard pour faire sa présentation. Merci beaucoup. Merci. Je vais contrôler si le son est bon sur Zoom. Alors, je vais contrôler à partir d'ici. Merci de me confirmer en ligne si c'est bon pour vous. Okay, so I will start on, you can see Alors, en fait, c'est un cours de plus de 24 heures qui a été consacré à comment on va accompagner la transformation des droits de l'homme à l'époque actuelle. Et tant que j'ai pu, dans ce cadre, parler de ce thème, et aussi un master qui est dédié à Sciences Po Rennes à ce thème, merci d'ailleurs aux étudiants d'être là, et l'idée c'est de former des nouveaux étudiants sur comment finalement on peut intégrer dans le cadre d'une institution politique une gouvernance pour les générations futures. Donc en fait, très rapidement, je vais... Donc tout le monde m'entend, parfait. Je vais, disais-je, parler, enfin j'ai parlé dans ma première partie, quel est l'enjeu de tout cela? Et comme je le disais tout à l'heure, au final, on a un point clé, c'est-à-dire qu'on a réalisé que l'humanité a acquis ce pouvoir finalement sans précédent au niveau des conditions de vie sur Terre, et par conséquent, ceci est tout à fait transnational, transgénérationnel et transespèce. Donc, en gros, on est complètement au-delà, n'est-ce pas, des sentiers battus pour les avocats, pour les juristes. Et naturellement, ceci, c'est la première partie de cette métamorphose complètement profonde au niveau global. Et vous avez ici quelques écrits sur comment changer les paradigmes, comment comprendre finalement que à chaque fois que nous avons des dangers, n'est-ce pas, par rapport à des menaces, sur les futures générations, on doit avoir de nouveaux outils juridiques, et c'est exactement cela, les droits des futures générations. Ils font partie de ces outils légaux, juridiques. C'est complètement nouveau, cette idée de protection du futur.
Et ici, on peut changer complètement notre condition humaine, notre perception également. Et donc, par exemple, on a ce Gunther Anders, ce philosophe qui nous explique, somme toute, que quand on rentre dans cette ère nucléaire, eh bien, c'est peut-être en fait un fossé, n'est-ce pas, sur ce que l'on peut faire et ce que l'on peut penser. On doit garder ces deux capacités prométhéennes à l'esprit et les unir finalement. Voilà. Alors l'idée du droit des futures générations se fonde sur cette réalité. Si on analyse la loi, on n'a pas de loi en fait pour le futur qui a été créé. En fait, le futur se gérera lui-même. Il n'y avait pas de besoin même de penser, je dirais, au droit des futures générations, au futur de la Terre, etc. Donc, en gros, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a ignoré la loi, a ignoré le futur. Alex Chriset nous dit que on inclut aussi les futures générations à l'intérieur, n'est-ce pas, de cela. Et donc, c'est un petit peu cette révolution copernicienne, en gros, qui fait ceci. Et donc, c'est une description anthropologique de la civilisation globale. Et donc, le droit des futures générations est en fait en train de construire ce pont avec la sagesse des peuples autochtones, mais aussi on est très lié à tout ce qui concerne les droits de la nature et cette approche globale. Alors, à cette nouvelle ère, on a les pionniers. Bon, j'en ai déjà parlé, le professeur Rudi von Weitz, mais j'ai également Tony Opposa, donc le leader de Cher Amandie pour la paix, et d'autres contextes qu'on a pu voir, c'est-à-dire les ODD, globalement, qui sont, comment dirais-je, vont dans cette direction. Donc, beaucoup à faire, mais mon message, évidemment, je vais un petit peu vite, je m'en excuse, mais mon message global, et j'aimerais remercier Daniel Zavadapouras de la mission permanente du Costa Rica, parce qu'il nous a vraiment aidés dans cette idée de créer, somme toute, en tout cas, je partage l'idée de créer ces formations. Et en fait, j'étais vraiment honorée de pouvoir, voilà, comment dirais-je, entamer ce processus d'enseignement sur ces thèmes. Et en fait, on doit changer ces paradigmes pour pouvoir réaliser ce changement transgénérationnel vers les droits de l'homme. Ça veut dire énormément d'intégration. Et en fait, quand on regarde le passé, on a eu des déclarations, naturellement, pour le droit des futures générations. On parle du pacte maintenant, mais pour les générations futures. Mais en 93, c'était l'université de Laguna, avec le commandant Cousteau et d'autres experts, naturellement, on a fait cette première déclaration pour les futures générations. On a adopté cela et à l'UNESCO, on a ensuite... on avance d'ailleurs sur les temps. Il y a eu voilà, des obstacles et donc du coup on nous a dit voilà, on ne peut pas y avoir des droits, il ne peut pas y avoir de droits spécifiques. Et donc voilà pourquoi aussi l'ancien président de la République française, François Hollande en 2015, devait présenter dans le cadre de l'accord de Paris, et c'est justement la Déclaration universelle des droits et tâches du genre humain. Donc, en gros, c'est toute une série d'idées qui peuvent être unies quand on considère tous les droits de l'homme, toutes les générations, première, deuxième, troisième et quatrième. Tout d'abord, la liberté d'aller et de se déplacer, etc. Et on peut proposer justement une nouvelle approche grâce à ce paradigme transgénérationnel. Et donc, cette liberté, et il n'y a plus cette liberté de se déplacer ou de voyager, par exemple, par rapport à Fukushima. Et donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, rester ni respirer, je dirais, là-bas. Et donc, y compris les robots, par exemple, ne peuvent pas réaliser l'ensemble de tout ce qui concerne la situation globale de Fukushima. Ensuite, deuxième génération, le droit à la santé. Et donc, on a aussi tout ce qui concerne les résidus chimiques dans notre sang. Et j'avais un collègue de l'Université de Caen qui nous a montré que les bébés ont beaucoup de résidus chimiques
quand ils naissent. Donc, en fait, c'est une réalité. Si vous voulez avoir ces droits transgénérationnels, il faut penser beaucoup plus en grand, somme toute, et avoir aussi cet élan pour avoir une nouvelle gouvernance, mais aussi de nouvelles visions pour une nouvelle analyse. Et puis, globalement, on parle aussi d'égalité intergénérationnelle parce que ça fait partie de cela. Et donc, on peut aussi, comment dirais-je, dans ce cadre de l'environnement, reconnaître que ce soit à New York ou à Genève dans le cadre des Nations Unies. Et ceci est le processus, est vraiment le cœur de la métamorphose et des droits fondamentaux, puisque finalement, si toutes les générations sont d'accord, du coup, on a une fondation systémique qui est globale pour le futur, parce qu'au futur, si on peut avoir ce droit à la vie, comment dirais-je, le droit à la vie qui n'est plus un synonyme de droit de ne pas être condamné à la mort d'un point de vue pénal, mais également le droit de vivre sur la Terre, si vous voulez, sans subir les changements climatiques ou sans d'autres menaces. Et la 4e génération des droits de l'homme, vous le voyez ici, tout ce qui concerne aussi donc, notre sommet pour le futur, c'est la bioéthique et le droit, encore une fois, d'être toujours des hommes, des êtres humains. Et ça fait partie de tous ces aspects. J'aimerais partager tout cela avec vous. Je dirais que la Chaire Normandie pour la paix a travaillé au cours des 4 dernières années pour promouvoir cette analyse à travers les droits de l'homme transgénérationnels. En 2020, nous sommes allés à Monaco et tous les médiateurs, les ombudsmen francophones ont adopté une déclaration pour pouvoir leur donner des outils pour défendre les droits des générations futures. Nous avons aussi fait une présentation à l'Institut juridique mondial, qui est en lien avec la commission de droit de l'IUCN. Nous avons aussi, avec la Chaire Normandie pour la paix, créé un programme de formation pour la commission, c'est-à-dire une commission prospective pendant 1 an et demi. Et après 1 an et demi, cette commission a adopté un rapport et a présenté au Conseil national des barreaux français qui a adopté une motion afin de promouvoir les droits des générations futures. Donc là encore, nous sommes dans un moment historique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous devons respecter aussi le temps de parole de mes collègues, donc je vais m'arrêter là. Mais mon message, c'est que je serai vraiment très heureuse de partager avec vous notre expertise et de co-créer des formations dans le domaine. Qu'est-ce que ça veut dire les droits des générations futures? Quelle est la différence avec les droits de la jeunesse? Et qu'est-ce qu'on met dans ce pacte des générations futures? Merci beaucoup. Emily, thank you for that, merci, Emily, pour ce rappel sur la responsabilité que nous devons prendre pour assurer et subvenir aux besoins des générations futures et assurer les droits des générations futures. Maintenant, nous allons donner la parole à Aline, qui est le coprésident du groupe de travail du Conseil mondial du futur pour le sommet de l'ONU sur l'avenir. Merci beaucoup. Je sais que nous n'avons très peu de temps, donc je vais être bref. Je vais mentionner 3 points et ensuite nous aurons les questions-réponses. Premièrement, je voudrais remercier Jeffrey Effines de parler du processus pour la société civile, comment elle peut s'engager dans le processus préparatoire pour le sommet de l'avenir. Donc le pacte, donc tout ce que le pacte de l'avenir avec le pacte populaire pour l'avenir. Donc Jeffrey a parlé de 3 recommandations. Donc c'est là qu'on rentre dans la substantifique moelle. Donc qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Qu'est-ce que la coalition pour l'UN dont nous avons besoin, qu'est-ce qu'elle fait? Nous avons 2 recommandations. Premièrement, qu'est-ce qui peut être accompli et adopté lors du sommet de l'avenir? Et deuxièmement,
Et ce qui est encore très important, ça peut être un peu trop ambitieux de ce qui peut être atteint lors du sommet de l'avenir, mais cela pourrait en fait attirer d'autres pays qui pourraient être ensuite plus ambitieux. Donc nous pensons que cela sera fait, qu'il y aura une adoption et qu'il y aura donc un nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour les droits des générations futures. Et il y a d'autres propositions qui pourraient attirer l'attention, comme donc la proposition du secrétaire général d'avoir un conseil pour une gouvernance des communs planétaires, c'est-à-dire l'atmosphère, l'océan, le plafond sous-marin, le plancher océanique et un autre commun planétaire. Donc, nous n'avons pas pour l'instant de gouvernance des communs planétaires, donc c'est quelque chose dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Et est-ce qu'on va continuer avec un système où les nations et les entreprises privées et les propriétaires privés peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans leur propriété, sur leurs terres, ce qui détruit le monde, ou est-ce qu'on amène une gouvernance qui contrôle tous ces problèmes clés? La gouvernance des communs planétaires, ce n'est pas tout ce qui concerne ces problèmes planétaires. Et ce ne sera peut-être pas adopté lors du sommet de l'avenir, mais nous avons besoin de rassembler beaucoup plus de soutien lors de ce sommet pour ensuite avoir une adoption un peu plus tard. Ensuite, je reviens à l'affaire du changement climatique avec le Cour international de justice. Qu'est-ce qui se passe avec un avis consultatif? Premièrement, il y a un mélange d'obligations, donc à la fois des obligations négatives de ce que les pays ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas continuer à envoyer du carbone dans l'atmosphère ou à en fait extraire les combustibles fossiles du sous-sol. Donc ça, c'est une obligation négative et j'espère que cela ira jusqu'à un traité de non-prolifération des combustibles fossiles, mais il faut vraiment parler de ces obligations négatives. Et il y a aussi des obligations positives. Qu'est-ce que les pays doivent faire? Donc les pays doivent aussi, bien sûr, résoudre les dommages liés au changement climatique et les pays doivent aussi s'éloigner d'un modèle basé sur les combustibles fossiles et passer vers un modèle sans combustibles fossiles. On l'a vu avec l'affaire sur les armes nucléaires, avec les obligations négatives et les obligations positives, c'est-à-dire de poursuivre en toute bonne foi et d'accomplir des négociations pour aller vers un désarmement nucléaire dans tous ces aspects. Donc, nous espérons aussi qu'il y ait une approche globale à ces obligations positives. Et ensuite, il nous faut nous assurer que la décision de la Cour soit mise en œuvre. Donc, il faut travailler avec nos propres gouvernements et travailler avec nos parlements. Si nos gouvernements ne sont pas bons, le Parlement peut pousser cela et travailler aussi avec les organes des Nations Unies, donc l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, la question va revenir à l'Assemblée générale des Nations Unies avec la première nécessité, c'est-à-dire de mettre en œuvre cela. Et donc, quels sont les organes des Nations Unies? Quelle est l'opportunité? Donc, ce n'est pas tout, mais c'est un sommet, donc c'est tout à fait de haut niveau. Et cela vient au même moment où la Cour va terminer la conclusion sur cette affaire. Donc, cette affaire en justice devrait vraiment aussi alimenter ce sommet de l'avenir et c'est tellement important parce que c'est des libérations pour le sommet de l'avenir. Nous savons, l'Assemblée générale dira que, en fait, la déclaration devra être adoptée par consensus. Donc, il y aura un petit dénominateur et finalement, au niveau du processus de la Cour, ce sera beaucoup plus fort puisque c'est un
processus judiciaire. Donc, la décision de la Cour pourra permettre aussi de donner de la force aux décisions prises lors du sommet. Donc, le sommet de l'avenir n'est pas seulement la seule opportunité, mais ce sera vraiment un sommet majeur pour mettre en œuvre ces obligations très fortes. Et nous sommes sûrs que ce qui va sortir, ce qui va émaner de la Cour internationale de justice sera très important pour l'avenir, pour les prochaines obligations. Merci. Aline, merci beaucoup et merci d'avoir relié tous ces messages clés entre la Cour internationale de justice et le sommet de l'avenir. Maintenant, nous avons la dernière partie de la session et nous allons donner la parole pour des questions, des commentaires, des contributions. Merci beaucoup. Je m'appelle Kursumita Peterson et je suis membre du groupe de travail pour l'action climatique, pour des groupes religieux. Donc, dans notre programme commun, le secrétaire général des Nations Unies a proposé de refaçonner le Conseil de tutelle des Nations Unies. Et j'aimerais juste dire que le Parlement des religions du monde soutient et défend également devant le secrétaire général. Donc, cette décision, cette proposition du secrétaire général de refaçonner, de recréer ce conseil de tutelle pour vraiment le bien-être et l'intérêt des générations futures et comme vous l'avez dit, pour la gestion des communs planétaires. Et comme vous l'avez dit, nous sommes en contact avec d'autres organisations. J'ai ici une déclaration que je peux vous adresser si vous le souhaitez. Donc, cette recréation du Conseil de tutelle qui est en lien avec la Charte des Nations Unies. Donc, nous devons le penser à long terme. Je pense que vous soutenez cette proposition du secrétaire général des Nations Unies sur ce conseil de tutelle remodelé. Oui, peut-être le remodelage du conseil de tutelle. Oui, peut-être une autre question? Allez-y. Bonjour. Cela a été une conversation remarquable et je pense que nous devons diffuser cela partout dans le monde. J'ai une question sur cette conversation. J'aimerais vous demander à vous deux ou à vous trois qui êtes là et aussi à l'ambassadeur Kakar. Quand est-ce qu'on arrête la guerre en Ukraine? Je voudrais mentionner une des organisations, le sommet mondial. Donc, il y a une citation qui a été signée par plus de 12 lauréats du prix Nobel, l'archevêque Tutu, Rigoberto Menchú, José Horta, beaucoup de lauréats du prix Nobel. Et je pense que cette citation est tout à fait appropriée aujourd'hui. Il y a déjà des normes éthiques au niveau de l'équité et de la justice dans toutes les religions et dans toutes les nations civilisées en ce qui concerne le code de conduite. Donc, de traiter les autres comme on aimerait être traité, ne pas faire à quelqu'un ce qu'on ne souhaiterait pas que l'on nous fasse aussi.
On a ça dans de nombreuses cultures avec les avantages pour les communautés, les individus, etc. Donc, les personnes de bonne foi de tous les pays comprennent que cela a de la valeur et les personnes de toutes les foi ont compris cela. C'est donc une connaissance ancienne qui dirige aussi notre comportement vis-à-vis de nos contemporains. Cela a été exprimé par le passé. On voit que lorsque notre conduite a des impacts négatifs sur la vie des générations actuelles et futures, il y a maintenant un impératif qui n'existait pas avant et qui nous oblige. Il faut traiter les vies et le bien-être des générations futures comme nous souhaiterions être traités. C'est une règle d'or pour le 21e siècle qui résonne dans aussi les paroles du pape Francis, et ce n'est pas optionnel. C'est une question de justice basique. On le voit aussi, et pour tous ceux qui vont nous suivre, et j'espère le mettre en annexe, parce que je crois que c'est ça le problème. C'est notre éthique aujourd'hui, c'est pas dans l'avenir. Est-ce que nous avons une responsabilité éthique, oui ou non? C'est pas juste juridique ou pratique. Cela remonte aux bases de notre humanité aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'une règle d'or qui intègre donc les droits des générations futures. Il faut traiter les générations futures comme nous aimerions être traités. Oui, je suis totalement d'accord. On pourrait parler aussi du principe de dignité des générations futures. Lorsque nous mettons les générations futures en danger aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est un changement de paradigme. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité de rappeler ce changement de paradigme. Généralement, on dit qui est responsable de façon négative, mais le droit des générations futures, c'est que nous devons élever notre niveau d'éthique vis-à-vis des générations futures. On voit des actions dans l'avenir. Si on regarde maintenant l'existence de l'avenir, on doit aujourd'hui corriger cela. Ce principe de dignité des générations futures nous permet de transformer tous les droits humains et d'imaginer un droit aussi des générations futures. Lorsqu'on intègre ce paradigme transgénérationnel, intergénérationnel, on peut l'appliquer partout. C'est-à-dire, par exemple, il y a donc un travail de Yael Danieli sur l'aspect transgénérationnel des traumatismes. Donc, les plus jeunes, les enfants qui vivent cette guerre sont les générations futures qui auront ce traumatisme intergénérationnel. Donc, on peut changer toutes ces perceptions et ces conceptions. Oui, il y a plusieurs questions. D'abord, sur le remodelage du Conseil de tutelle. Cela ne nécessite pas forcément une réforme de la charte de l'ONU. On a vu que lors de l'Assemblée générale des Nations unies peut prendre des décisions et des actions qui établissent des organes qui ne nécessitent pas un changement dans la charte de l'ONU. Et donc, le remodelage de ce conseil de tutelle, cela peut prendre un peu de temps, mais le fait d'avoir une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui va utiliser cet espace et qui va dire « Ok, on va créer un espace en utilisant cet espace du Conseil de tutelle pour cela, pour fournir une gouvernance sur les communs planétaires. » Cela pourrait être un des points. Ensuite, sur le mécanisme de gouvernance, c'est très attractif. Tout à fait. Et mon association sur le Conseil du futur a travaillé aussi là-dessus. Et il y a d'autres mécanismes de gouvernance environnementale
Donc, la gouvernance qui inclut un certain nombre de mécanismes de gouvernance, il y en a, par exemple, l'examen périodique universel qu'on peut utiliser pour s'assurer que la gouvernance vraiment protège le climat. Et il y a aussi la Cour internationale de justice, on l'a vu, avec ses demandes d'avis consultatifs, on peut utiliser la Cour internationale de justice comme un outil de gouvernance sur les problèmes environnementaux, que ce soit par des avis consultatifs ou d'autres moyens, et cela peut être utilisé pour aussi accentuer l'acceptation des populations civiles. Donc, on peut inclure davantage la Cour internationale de justice dans les traités environnementaux. Et ensuite, la gouvernance du climat. La Commission pour la gouvernance climatique va bientôt publier un rapport qui identifie ces différentes propositions en matière de gouvernance et comment elles pourraient donc être interreliées, interconnectées et travailler ensemble. Il y a aussi un autre commentaire d'un participant en ligne, de Jacob Alice, qui vient d'un bureau du Pays de Galles. Émilie en a parlé quand on parle de l'envoyé spécial des Nations Unies sur les générations futures, que nous espérons un poste que nous espérons voir créé lors du sommet de l'avenir. Nous devons avoir des gardiens pour les générations futures à tous les niveaux politiques. Au niveau régional, il y a cette proposition au niveau régional, au niveau de l'Union européenne, au niveau national, aussi au niveau local, au niveau des villes. Et nous y travaillons. Et par exemple, avoir un gardien des générations futures à un niveau plus faible, plus local. Donc, je ne vais pas ensuite, je ne vais pas répondre à la question sur la guerre en Ukraine parce que je n'ai pas de réponse là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui va mettre un terme à cette guerre. Ce que je dis, c'est qu'avec les conflits internationaux, il faut vraiment faire beaucoup mieux pour éviter que les conflits ne deviennent des guerres. Il faut davantage utiliser la Cour internationale de justice, l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, pour vraiment gérer les conflits avant qu'ils prennent de l'ampleur et qu'ils dégénèrent en guerre. Et c'est important aussi de parler de la juridiction de la Cour internationale de justice, puisqu'elle peut aussi résoudre des conflits territoriaux et résoudre ces conflits avant qu'ils ne dégénèrent en des guerres. Est-ce qu'il y a encore des questions? Jeffrey, est-ce que vous voulez répondre à quelque chose? Non, je n'ai rien d'autre à dire. Je voudrais juste vous remercier pour cette opportunité à participer. Et j'ai entendu ce que Aline a dit. J'ai mis dans le chat aussi tous les liens que j'ai mentionnés. Nous espérons continuer la discussion lors de ces forums. Merci beaucoup d'avoir fourni votre leadership. Merci. Et pour Jacob, et j'aimerais aussi annoncer le prochain événement. Nous sommes en train de préparer, ainsi qu'avec la mission du Vanuatu, un deuxième événement au Parlement européen parce que nous aimerions rassembler tous les députés européens. Cela sera traduit dans toutes les langues. Et Jacob, il y a aussi Marie Brousseau de votre bureau qui est invitée. Donc, vous avez des volontaires dans votre programme au Parlement européen. J'aimerais remercier tous les participants chaleureusement. J'aimerais vous remercier tous d'être venus ici. Nous savons ce message très fort que nous sommes en train de vivre un moment historique. On le voit aussi avec cette perspective historique. Et je pense que tous ensemble, nous pouvons vraiment accomplir et atteindre nos objectifs ensemble. Donc, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Je pense que c'est donc la fin de cette session, de ce programme. J'aimerais saisir l'opportunité donc de la part de la mission du Vanuatu, des co-sponsors,
et de la chaire Normandie pour la paix, et même au nom de tous les participants, nos panélistes distingués, merci pour vos contributions et vos discussions à cette. Nous espérons vous avoir parmi nous à l'avenir, lors des prochains événements qui seront publiés. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à l'Institut de la gouvernance du développement durable, qui est un de nos partenaires aujourd'hui. Merci aussi à tous nos partenaires, mais nous devons les remercier aujourd'hui, bien sûr. Merci à tous.